Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. On en entend de plus en plus parler. Les études ont démontré l'importance de la relation d'attachement entre le parent et l'enfant. Puis j'ai vraiment envie aujourd'hui de dédier cet épisode-là à ce sujet-là, à la discussion, puis y aller de façon un petit peu pointue avec une fille qui en a fait, on s'entend, son approche, l'approche de parentalité sécurisante, surtout dans son dernier livre, « Soyez l'expert de votre tout-petit ». Donc, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, on est au Salon Marmaille et Famille de Terrebonne. Donc, si vous nous écoutez en audio puis vous entendez du bruit à l'arrière, c'est normal, c'est un enregistrement devant public. Je vais en discuter avec Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci, Maggie. Et se joignent à nous à titre, oui, d'experte et de maman, Karine Rémillard, ergothérapeute. Merci d'être là. Merci. Et Cosette Gergès, nutritionniste en pédiatrie. Merci, Cosette. Merci à toi. On parle énormément de la relation parent-enfant, de l'importance de bâtir la confiance. Étant moi-même maman de 3 enfants, honnêtement, je dirais que c'est un défi de tous les jours, puis je vais m'expliquer. C'est que j'ai l'impression, parfois, de pas toujours avoir le bagage nécessaire, moi, comme adulte. Puis, on en a parlé dans divers épisodes. Nous sommes les modèles pour nos enfants. On sait qu'ils n'ont pas besoin de modèles de perfection. Par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression, comme parent, de ne pas avoir tous les outils nécessaires pour y arriver? Puis, j'aimerais ça qu'on regarde aujourd'hui comment on peut peut-être rendre ça de plus en plus concret. Parce que je sais que tu l'expliques évidemment dans ton livre, mais je trouve que c'est pas toujours évident au quotidien. Puis les gens m'ont écrit, je pense que j'ai de bons exemples. Alors, Mélanie, hier, j'ai relu ton livre et à la page 9... je t'ai vraiment tapé 200 pages hier. Pas tout au complet parce que je l'avais déjà lu, mais je suis retournée dans des sections parce que je voulais t'amener sur des points précis. Oui. Je voulais t'amener dans le livre « Soyez l'expert de votre tout-petit » sur les fondements de la parentalité sécurisante. On parle d'abord de 3 choses. L'empathie, le soutien et l'encouragement. Puis l'empathie... Encore là, peut-être ça va trahir mon âge, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours quelque chose qui nous a été montré, éduqué. Qu'est-ce qu'on fait comme parents quand on a l'impression qu'on n'est pas nécessairement nous-mêmes empathiques pour accompagner nos tout-petits, puis nos enfants, parce que ça va être important toute leur vie? C'est une excellente question, Maggie. Je pense qu'on se met beaucoup de pression à vouloir être 100% empathique 100% du temps. Ce qui est impossible. Mais à la base, là, les jeunes enfants sont foncièrement empathiques. C'est pas quelque chose qu'on apprend à 30 ans, là. Les jeunes bébés, là, regardez un enfant de 18 mois à côté d'un autre enfant de 18 mois qui pleure. Il va faire quoi? Il va lui montrer du réconfort de la façon qu'on lui a enseigné à réconforter. Il va prendre le tout petit dans ses bras. Il va lui flatter les cheveux. Il va venir voir un adulte. Il va dire « Imi, elle pleure. Imi, Hein? C'est vrai. Les enfants, ils sont foncièrement empathiques. Ouais. Donc, d'avoir peur comme adulte qu'on ne nous ait pas enseigné l'empathie, c'est une peur qui n'est pas fondée. Parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Tête, hein? Parce que souvent, veut pas, ça se passe beaucoup dans le haut du corps. Là, je le mime pour ceux qui nous regardent via YouTube, entre autres, mais beaucoup dans la tête et peut-être moins dans le cœur. Moins dans le cœur. Puis il y a différents niveaux d'empathie, il y a différentes formes d'empathie. Puis c'est vrai qu'on est dans une société où, surtout, tu dis que ça trahit ton âge, ça trahit le mien aussi, mais on nous a enseigné beaucoup à être empathique, mais de façon cognitive. Oui. Ça veut dire essayer de comprendre ce que l'autre pense. Oui. Donc, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a bien de l'allure qu'il pense comme ça ou pas, tu sais? Ou pas. Puis dans des situations, de répondre avec civisme, tu sais, être une bonne personne. Oui, avoir des comportements socialement acceptables, tu sais, être une personne respectable. Voilà. C'est ça qu'on nous a enseigné, tu sais. Mais dans les faits, là, c'est ce qu'on appelle la sensibilité parentale. Au quotidien, là, pour revenir à ta question, que parfois on a peur de ne pas être suffisamment empathique avec nos enfants, on a tous cette parcelle de sensibilité parentale à l'intérieur de nous, à différents degrés d'intensité. Et il est là le problème,
c'est lorsqu'on n'arrive pas à se connecter à cette sensibilité-là pour répondre aux besoins de mon enfant. Fait que c'est quoi de la sensibilité parentale? C'est la capacité de décoder le besoin de mon enfant, donc évidemment d'être à l'écoute de mon enfant, de décoder son besoin et d'essayer d'y répondre d'une façon ou d'une autre par une réponse qui va être potentiellement acceptable et dans un délai qui va être respectable. Ouais. Donc, ça ne demande pas d'être parfait. Ça se pourrait que je me trompe, là. C'est sûr. Mais ça nous arrive peut-être pas tous les jours, mais régulièrement de se tromper. Puis même des Absolument. fois, je pense qu'on a l'impression d'avoir la bonne réponse, on essaie quelque chose, ça fonctionne pas du tout. Puis ce qui fonctionne avec un enfant fonctionne pas nécessairement avec l'autre. Fait que c'est sûr que Absolument. ça devient déstabilisant. Mais ça m'amène à aller encore plus profondément. Il y a une section où tu parles de la connexion à soi. Je ne sais pas pour vous, mesdames, comme maman, on est parfois dépassé. Le quotidien va vite. Métro, boulot, dodo, il faut que ça roule. La connexion à soi, même par de petits gestes, c'est pas toujours quelque chose qu'on fait au quotidien. Est-ce que vous ressentez ça? Avez-vous l'impression que des fois, de prendre le temps de s'arrêter pour se reconnecter, c'est pas toujours évident? Ben oui, puis en fait, des fois, on se le permet pas. On a l'impression justement qu'il faut être toujours en contrôle tout le temps, mais moi, je pense que tu sais, comme parent, justement, j'essaye le plus possible de nommer. Là, maman a eu une grosse journée, j'ai besoin d'un petit 5 minutes, laisse-moi. Parce qu'on a le droit de prendre ce temps-là. Puis nous aussi, on a... nos enfants, on parle beaucoup de la surcharge chez nos enfants, mais les parents aussi, on le vit. Fait que oui, effectivement, je pense que c'est important de nommer, mais aussi de l'accepter que ça se peut que là, je sois pas dans le moment le plus disponible à ce moment-là précis, par Puis, exemple. Cosette, un exemple, tu sais, je veux dire, toi, tu as des enfants un peu plus vieux que ton dernier, hein? Il y a combien de différences d'âge entre J'ai William? 13, 11, puis 7 mois. Bon, on s'entend que ça t'amène un quotidien, appelons-le décalé. Les besoins de 11 et 13 versus les besoins de ton petit dernier sont complètement différents. Oui. Comment on vit ça en tant que maman? Bien, il faut que je me parle. Tu sais, on se parle, puis je me dis, OK, là, lui a besoin d'aide dans ses devoirs. Lui, son code Wi-Fi ne marche plus. Puis lui, il a la couche pleine. Fait que là, On voit que c'est pas Quelles les sont mêmes les priorités. Hein? les priorités sont pas les mêmes. Fait que souvent, à un moment donné, ils me regardent et ils disent, maman, est-ce que ça va? Ils le ressentent, les enfants. Mélanie, je pense. Ben oui. C'est incroyable comment ils le sentent. Que Oui. Là, puis je souris, là, je suis riante, puis j'essaie Ah, ah. de faire semblant. Mais ça Et maman, marche Mais pas, non, faire ça semblant. fonctionne pas. Ça, je l'ai appris. Ça marche pas, faire semblant Non. que tout est sous contrôle. Puis, ils disent, maman, ça va? Est-ce qu'on peut t'aider, maman? Puis c'est là où vient, là, tu sais, Wow. maman, est-ce que tu as besoin d'aide? Là, je dis, oui, maman va juste respirer. Puis je pense que la priorité, on va juste se débarrasser de l'odeur de la couche. Puis après ça, ensemble, On verra pour William, le reste. une chose On on va va venir fois. vous aider. Puis ils sont comme, OK, j'ai pas perdu ma place. Ma maman est là. Ma maman est en contrôle quand même. Mais ils voient ma vulnérabilité. Puis je pense que c'est ça que je montre. Puis avant, je ne le montrais pas. Que là, c'est trop. Là, maman, elle n'est plus là. Ils me voient vulnérable. Puis là, j'essaye vraiment, mais ça ne marche pas, puis ils le voient. Ah, j'aime ça, Mélanie. J'aime ça, cette phrase-là. Vulnérable et en contrôle. Explique-nous ça. Parce que honnêtement, la vulnérabilité, souvent, ça fait peur à bien des gens parce qu'on se dit, on va perdre le contrôle, Ouais. on va perdre l'image qu'on a, mais en même temps, une image faunée, ça fonctionne pas. Ben, ça Vont-nous fonctionne être pas. vulnérables et en contrôle? Les enfants sont des éponges. Hein? Les enfants nous ressentent. Et dans une maison, il y a rapidement de la contagion émotionnelle. Hein? Tout le monde se contamine. Alors, ce que Cosette est en train de nommer, c'est la capacité de l'enfant à être lui-même sensible aux besoins des parents. Alors, lorsqu'on est dans cette connexion à soi, donc on a la capacité et l'humilité de dire aux enfants, là, c'est trop, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on descende le ton un peu, maman a mal à la tête, j'ai besoin d'aide. Tout ça, c'est enseigner à l'enfant à être sensible aux autres aussi et à mettre à profit son empathie. Donc, quand on parle d'être vulnérable dans le contrôle, comme tu le disais, Cosette, ce que j'aime là-dedans, c'est de dire, regarde, je suis une humaine, je suis pas parfaite, mais je ne serai pas insécurisante pour toi. Parce que c'est ça l'idée derrière la parentalité Ok. sécurisante, c'est de continuer à mettre en place un cadre qui va être sécurisant pour les enfants, dans la constance, dans la cohérence, de faire sentir à l'enfant qu'on est encore là, qu'on est disponible, accessible et sensible pour lui. Donc, même si on est vulnérable, ça veut pas dire qu'on est insécurisant. Absolument pas. Mais ta job comme parent, dans les moments de grande vulnérabilité, c'est d'augmenter ton niveau
d'accessibilité pour l'enfant. Donc, de dire à l'enfant, regarde, là, présentement, là, je ne vais pas bien. Je te le dis, je vais pas bien. Maman est en dépression, maman est en burn-out, papa est fatigué, papa est stressé à son travail. Peu importe c'est quoi la raison. Les enfants ont besoin de le savoir. Avec des mots d'enfant, on va pas tout expliquer en long, pas en large, mais les enfants le sentent. On peut pas les bullshiter. Hein? C'est toi, Cosette, qui dit qu'ils ont un détecteur à bullshit. Exact. Alors, on peut pas, on peut juste pas. Donc, on va leur dire, mais ensuite, on va leur expliquer ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. En ce moment, maman ne va pas bien. Mais c'est pas de ta faute à toi. C'est maman qui vit du stress et maman va se responsabiliser. En ce moment, je fais des choses pour aller mieux. Je vais courir à tous les jours. Je consulte une psychologue. Je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller voir mon médecin. Jusque-là? Ben pourquoi pas? Selon l'âge. Selon l'âge. Mais l'enfant a besoin de sentir que tu fais quelque chose pour aller mieux. Donc, ne t'en fais pas. Je vais être encore une bonne maman. Je vais être encore là pour toi. Tu peux encore compter sur moi. Wow. Mais ça se pourrait que des fois, j'ai la petite larme à l'œil. Ça se pourrait que des fois, je sois impatiente. Ça se pourrait que des fois, je lève le ton. Puis si ça te fait peur, puis si ça te fait vivre des émotions, tu as le droit de me le dire. Tu as le droit de dire, maman, t'es vraiment bête. Et là là. Ouais. Je suis désolée, Coco, c'est une grosse journée aujourd'hui. C'est pas de ta faute. Mais c'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'en expliquant ce qu'on vit, eux, ça leur enlève ce sentiment de culpabilité-là parce que oui. à peu près j'imagine tous les enfants, dès qu'il se passe quelque chose, d'abord, ils voient envers eux-mêmes qu'est-ce que j'ai fait de pas correct quand 99% du temps, ça n'a absolument rien à voir avec eux autres. Mais les enfants veulent nous plaire, puis les enfants, ils veulent l'harmonie. C'est insécurisant pour eux, un climat qui n'est pas harmonieux. Oui. Donc, oui, ils vont chercher à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour que ça aille mieux. Tu sais, le moment où le bordel pogne avec tes enfants, là, Oui. quand ils protestent, quand ils s'opposent, quand ils vivent des crises à tous les jours, quand ils négocient les règles... Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est ça. C'est rarement des moments où tu es à ton plus creux comme parent. C'est des moments où tu vas relativement bien et que tu es sécurisant. Alors, l'enfant, il peut shaker la clôture. Ouais. Si tu es dans un moment où ça va vraiment, mais vraiment pas bien, généralement, les enfants, ils vont prendre un pas de recul. Ils vont chercher à nous plaire. Ils vont chercher à nous réconforter. Ils vont chercher à faire en sorte que ça aille mieux à la maison. Ça, c'est pas bon signe, là, on s'entend. C'est à nous, comme parents, C'est ça, c'est d'aller pas à- replacer le cadre. Eux de nous prendre en charge. Non, pas du tout. Non, C'est pour c'est ça ça. qu'ils ont besoin qu'on leur explique que c'est pas de leur faute et ensuite qu'on prenne un engagement envers eux. Tu sais, puis là, je vais quand même à l'extrême dans un moment où on va pas bien, mais Ouais. tu sais, moi, je suis stressée. Là. Je vis beaucoup de choses dans ma vie. Mon horaire de travail est chargé mur à mur. Ça m'arrive plusieurs fois par semaine d'être un peu impatiente. Tu sais, Ben Puis oui. c'est pas de la faute des enfants, c'est parce que Absolument j'ai la pas. tête pleine. Et les enfants maintenant me le disent. Maman, t'es vraiment bête ce soir. Oh, Hey, je suis désolée, Coco. T'as raison, c'est pas de ta faute. Maman est stressée. Voici l'engagement que je vais prendre avec moi-même. Garde, Pour la suite. Tu me donnes-tu 20 minutes? Je vais aller m'entraîner, je vais aller courir, après ça, je vais aller mieux. Tu me donnes-tu 20 minutes? Oui, oui, maman, vas-y. Parfait, tu sais. Ouais, J'ai je pris comprends. un engagement pour demeurer sécurisante envers mes enfants. ouais. Puis ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu leur montres qu'est-ce qu'eux peuvent faire dans leur moment de stress. Quand il y a une trop grosse boule d'énergie, est-ce que je m'enferme dans ma chambre? Est-ce que je vais demander de l'aide? Et que c'est normal de demander de l'aide, au-delà de juste aller courir puis prendre une marche, mais Ouais. demander de l'aide, c'est C'est normal. Nommer les émotions, c'est normal. Pleurer, c'est normal. Oui. Mais c'est ce que j'aime aussi parce que ils vont en vivre des défis, que ce soit à la garderie, à l'école, à l'adolescence. Et là, peut-être d'avoir vu notre vulnérabilité, d'avoir vu qu'on a été capable de trouver des astuces, des solutions. Mais peut-être qu'ils vont aussi également plus s'ouvrir à nous quand eux vont vivre des choses. Parce que d'avoir un parent robot, toujours parfait, toujours impeccable, Non. toujours, tu sais, jamais vulnérable, je veux dire, quand eux, ils vont vivre des émotions, ils vont se sentir mal de nous en parler. Oui, et eux-mêmes risquent de se sentir anormal dans tout ça, tu sais. Ouais. Tu te mets une pression immense dans la vie à vouloir performer, à vouloir bien paraître. Et si c'est ça qu'on t'a transmis comme modèle, bien, tout ça, c'est décuplé, là. Je comprends. Tu sais, alors, de permettre aux enfants d'être dans leur authenticité, à être dans le vrai. Oui, tu vis des émotions. Oui, en ce moment, c'est difficile. Oui, socialement, tu n'auras pas le choix. À un moment donné, tu sais, il faut que tu prennes ton petit bonheur de chemin puis que tu continues, mais tu as le droit de prendre des moments pour toi puis de dire, hey, là, attends un petit peu,
je prends un pas de recul, là j'ai besoin de pleurer. Là, j'ai besoin de nommer ce que je vis. Là, j'ai besoin de demander de l'aide. Moi, les enfants à la maison m'offrent des câlins. Maman, tu veux-tu un câlin? Wow! Mais c'est parce qu'on leur enseigne ça, C'est sûr, ça tombe pas du ciel. Ça c'est tombe clair. pas du ciel. Mais ça me fait rebondir sur t'as un segment où tu parles de l'engagement parental. Ouais. Comment on peut être engagé comme parent tout en étant parfois non disponible? Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, d'être capable de le nommer, de dire, regarde, on est engagé au quotidien de façon constante, mais est-ce qu'il y a des moments où on peut dire, là, drapeau rouge, aujourd'hui, je suis pas disponible, ou pour 15 minutes ou pour 1 heure, là, tu sais, je veux pas dire de se rendre non disponible pour 1 mois, mais d'être capable, nous aussi, de mettre cette espèce de limite-là dans la relation parent-enfant, comme on le ferait peut-être avec un conjoint qui, je sais pas, moi, le soir, est comme, ah, chérie, viens donc te coller. Non, ça me donne pas, je suis pas disponible. Est-ce qu'on peut mettre cette limite-là avec l'enfant sans briser le lien? Oui, on peut. C'est sûr que ça dépend de l'âge de l'enfant. Je pense à un petit coco de 7 mois. Je regarde le beau William dans le fond de la salle. C'est sûr qu'en ce moment, Cosette, elle aurait le goût de dire « je ne suis pas disponible ». Mais si Coco a faim, elle va devoir aller l'allaiter. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais tu sais, je pense que moi, je fais une très grande différence entre je prends un moment pour répondre à mes besoins et je mets une limite à l'enfant versus je suis indisponible. C'est pas la même affaire. Okay. Tu sais, les enfants, ils ont besoin qu'on demeure des porte-avions. Le porte-avions, c'est tellement drôle. Ben, c'est là que tu t'en allais. On dirait que j'ai ton carton sous les yeux. Non, c'est pas vrai. Non, mais t'es pas vrai du tout. Fait que ça doit être pour ça. Ben oui, c'est ça. Fait que être un porte-avions, le porte-avions, c'est quoi? Ben, ça permet à l'avion d'aller se déposer à tout moment pour aller chercher du ravitaillement, pour aller mettre du carburant, pour aller se reposer. Okay. Donc ça, c'est sécurisant pour un avion. Ça lui permet d'aller explorer puis d'aller plus loin. À tout moment, il sait qu'il a accès à son porte-avions. C'est ça, la job d'un parent. C'est être accessible, disponible et sensible aux besoins de l'enfant. Donc, tu peux être accessible, disponible et sensible tout en mettant des limites à l'enfant. L'enfant, là, il n'a pas besoin que tu sois disponible pour lui 24/7 pour tout ce dont il veut. Merci. Il y a une différence entre les besoins et les désirs. Oui, ton enfant, est-ce qu'il sait que tu es disponible s'il a besoin de toi pour sa sécurité? S'il lui arrive quelque chose, s'il tombe, s'il vit une grande émotion, s'il a faim. T'es-tu disponible? La réponse est oui. Certainement. Là, j'ai besoin de prendre un moment pour moi pour finir mon café chaud. J'ai besoin d'aller faire une sieste parce que je me suis levée à 4 heures du matin puis je suis vraiment fatiguée. Je parle ici de mon horaire. Voilà. Où je me lève 4 heures du matin, 3 fois par semaine. Mais les enfants savent que je suis encore accessible et disponible. Là. S'il y a quelque chose, je suis dans ma chambre. Je suis encore présente. Et ça, c'est pas insécurisant. Je comprends. Ce qui est insécurisant pour un enfant, c'est de sentir que, oh, papa, maman, ils dorment sur le divan, ils ont peut-être pris un coup, ils sont concentrés sur leur cellulaire, ils sont sur le party, ils font plein d'autres affaires plutôt qu'être à l'écoute et être sensible aux besoins des enfants. Ça, c'est insécurisant. Je comprends. Mais justement, pour terminer, est-ce que tu as peut-être, tu sais, des parents qui se sentent en ce moment vulnérables? On parlait tantôt de dépression, qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'il manque quelque chose. Des trucs, des astuces. Je sais qu'on est tous différents. Les listes pour consulter sont relativement longues selon la région du Québec où on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider par des petites choses, pour apprendre peut-être à se connaître, à se découvrir, puis arriver éventuellement à les mettre, ces fameuses limites-là? Oui. Bien, d'abord et avant tout, je pense que, tu sais, quand on parle de connexion à soi, c'est ça, hein? C'est d'aller puiser au plus profond de toi-même, à savoir comment je me sens d'abord dans cette situation-là. Comment je la vis, cette situation-là. Quels sont les irritants? Quels sont mes déclencheurs? Mes déclencheurs à moi, ce sont pas les mêmes que ceux et celles de mon coparent, tu sais. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes vulnérabilités. Alors, de savoir que dans telle ou telle situation, moi, c'est sûr que j'explose à 98% parce que c'est une situation qui me déclenche. Et que si en plus je suis stressée, je suis fatiguée,
fatiguée et je perds un peu le contrôle dans ma vie, bien, forcément, je vais réagir plus. Donc, ça, c'est super important, d'abord et avant tout. Même si je dis je vais aller me chercher de l'aide, c'est quelque chose que tu vas aborder en consultation. C'est quoi tes déclencheurs, tu sais? Fait que d'avoir cette conscience-là, puis c'est de faire un travail avec ton coparent si tu as la chance d'en avoir un dans ta vie ou d'avoir un conjoint, une conjointe, même si c'est pas le père ou la mère de tes enfants, de dire reflète-moi les moments où tu sens que le red flag est là. Ouais. Les moments où tu sens que je suis pas super en contrôle. Les moments où tu sens que le stress est dans le plafond puis j'ai des chances d'exploser. Reflète-le-moi. Pas sur le moment. Parce que c'est sûr que je vais sauter. Non, c'est ça, sur le C'est moment pas le qu'on a temps, déjà là. explosé, c'est Pas le temps. Mais après coup, que tu me dises, ça se peut-tu que quand il y a trop de bruit dans la maison, que les écrans fonctionnent, que les enfants crient, pendant que tu fais le souper, c'est vraiment pas le bon moment que le petit arrive avec son examen de maths à signer. Ça se peut-tu? OK. Donc, les déclencheurs, là, puis ça, j'aimerais ça que vous puissiez retenir cette phrase-là. Ça peut être plein de petites choses du quotidien. C'est parce que j'ai l'impression que maintenant, on rentre beaucoup, beaucoup dans l'introspection, ce qui est une bonne chose, mais les réponses sont simples. On cherche pas des grandes réponses liées à des traumas anciens. Non, de la 4e génération. On n'en est pas là. C'est peut-être de dire... Mais c'est une bonne chose aussi, là, d'aller les traiter, mais au quotidien, c'est pas de ça dont on parle. On en parlait tantôt avec Karine. Ouais. Je veux dire, je prends un exemple. Hier, mes enfants sur la route, je veux dire, Rimouski, Terrebonne, avec 3 enfants dans l'auto, on n'a arrêté qu'une seule fois. Ils ont été très bons. Mais est venu un moment où le ton a monté. Ouais. Là, j'ai regardé mon chum. Je suis comme, peux-tu gérer ça? Je veux dire, moi... J'avais des dossiers, il fallait que je prépare ici. J'étais déjà surchargée sensoriellement. Ouais. Mais ça avait absolument rien à voir avec les enfants qui, eux, étaient tannés d'être dans l'auto, puis c'était tout à fait normal. Donc, bref, nos déclencheurs, là, on cherche pas de midi à 14 heures. Non! On pourrait même se dire quoi? On se prend une feuille, puis on nomme, tu sais, tout ce qui nous vient, on écrit sans censure, puis on se relira après. Bien, oui et non, dans la mesure où sûrement que si on fait l'exercice là, vous allez dire, j'ai 2-3 exemples qui me viennent en tête, mais tu verras pas tous tes déclencheurs. C'est sur le moment que tu vas dire, tu vois, là, ça en est un déclencheur. Ça revient tout le temps. Là, c'est peut-être le temps de le noter si tu veux, tu sais. Je comprends. Mais c'est le refléter puis d'oser le nommer. Moi, j'en ai un déclencheur, c'est faire des bagages. Quand je sais qu'on s'en va à quelque part en famille, puis t'as la il faut que je pense aux affaires pour 5 personnes. C'est sûr que moi, je suis celle qui oublie ses affaires parce que j'ai pensé aux affaires pour 5. Ça, c'en est un déclencheur. Ben oui. Mais tout le monde le sait maintenant dans la famille parce que je le dis à chaque fois, j'ai ça faire des bagages, j'ai ça faire des bagages. Vous savez, j'ai ça faire des bagages. Mais les enfants le disent, là, maman fait des bagages, on va parler moins fort. On va aller demander à maman si elle a besoin d'aide. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il faut le nommer. Ça fait partie de la vulnérabilité. Tantôt, Cosette, c'est ce qu'elle nommait aussi, tu sais. Donc, d'oser nommer les affaires à nos enfants, à notre partenaire, pour après ça faire un travail d'équipe. Je comprends. Je pense que ça nous a donné de très bonnes pistes aujourd'hui pour justement voir comment on peut être sécurisant en tentant d'enlever un peu de pression puis en gardant ça très, très simple dans notre quotidien. Une des clés, peut-être, tout ce qui se passe au niveau du cerveau, arrêter d'intellectualiser tout ce qu'on fait et de vivre des expériences. Une de mes amies, Mélanie Ganimé, dit souvent, mets ça dans ta boîte à expérience. On dirait que ce qu'on accepte de mettre dans notre boîte à expérience, on n'a pas besoin de le juger ou de le catégoriser bon ou mauvais. C'est une expérience. Fait que là, on fait des expériences, puis on essaie quoi? De s'observer pour voir quand on va déclencher. Lorsqu'arrivent les expériences, déjà, ça sera un bon défi. Déjà, ça serait pas pire. Puis, tu sais, c'est ça l'idée derrière la parentalité sécurisante. C'est pas d'intellectualiser la parentalité, même si dans mon livre, je propose beaucoup de stratégies. Ben oui, c'est ça, tu sais, pour accompagner l'enfant. Ça, c'est du gros bonus. Mais ultimement, c'est quoi? C'est me connecter à ma sensibilité. C'est d'essayer de voir c'est quoi le besoin de mon enfant, puis je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Puis l'idée derrière tous les déterminants de la parentalité sécurisante, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie qui fait en sorte que je me déconnecte de ma sensibilité. Est-ce que c'est parce que je manque de soutien? Est-ce que c'est parce que j'ai trop de stress? Est-ce que c'est dans mon coparentage qu'il y a des choses à travailler? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on prend pas assez soin de moi, parce qu'on me reconnaît pas dans ma parentalité? Ouais. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est parce que j'ai de la difficulté à interagir avec mon enfant parce que présentement, j'ai de la difficulté à le décoder, on dirait qu'on se comprend plus? C'est quoi qui fonctionne des pas? questions du public qu'on va aborder. Des fois, on a l'impression de moins bien les connaître dans une période de temps. Ouais. Donc, Mais c'est ça l'idée derrière la parentalité sécurisante. Ce sont tous les déterminants que je propose dans mon livre. Puis,
je voudrais rajouter que tu as parlé de sensibilité parentale, tu as parlé d'être sensible aux besoins de l'enfant. Ce sont tous des concepts en alimentation également. Ben oui. Ah. Être sensible aux besoins de l'enfant, je prends toujours l'analogie de la valse. Oui. Nourrir un enfant, c'est danser de la valse. Donc, tu essayes, tu vois comment l'autre répond et tu t'ajustes. C'est une On valse. s'ajuste, Au début, on voilà. est maladroit, Oui. on se pile ses pieds, on ne sait pas comment ça marche. Puis à un moment donné, c'est beau. Avec C'est sûr. l'expérience, on est sensible aux besoins de l'autre, on est sensible à nos besoins en premier pour être capable. Si tu mets ton masque dans un avion, avant de- Exact. C'est ça, dans l'avion, il faut toujours mettre notre masque avant de mettre celui de l'enfant, mais c'est un peu la même chose au quotidien, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis peut-être aussi d'accepter de valser. Quand on valse, des fois, on se pile sur les pieds, c'est Voilà. normal. On dirait qu'on voudrait toujours que ça se passe bien tout le temps, puis que ça soit facile, puis que ça soit parfait, mais c'est pas ça, la vraie vie. Merci beaucoup, mesdames. Cosette Gergès, nutritionniste en pédiatrie, Karine Rémillard, ergothérapeute, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Je m'appelle Maggie Bélanger. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Prenez le temps de venir me mettre un commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé, un like, un pouce, une étoile, ce que vous voudrez. Bref, ça nous aide à être mieux référencés dans les algorithmes. Merci à Kaleido, le partenaire depuis le tout début de ce balado. Et vous le savez, on fait tout ça dans le but qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye.